Donc le thème de ce soir, c'est... tu peux me redire le titre? Ne peut pas être un exercice. Voilà, méditer ne peut pas être un exercice de pleine conscience. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'aujourd'hui, la méditation est partout nommée pleine conscience. Alors comment je peux dire que ça ne peut pas être une expérience de pleine conscience? Et je me suis dit, pour essayer de dire, je vais aujourd'hui essayer de décrire un peu le travail que j'essaye de faire, qui va, je crois, éclairer pourquoi je peux dire une chose pareille. J'ai découvert la méditation il y a maintenant une trentaine d'années. Et j'étais déjà étudiant en philosophie. J'y suis allé un peu par hasard. C'était absolument inconnu à l'époque. On ne savait pas trop ce qu'était la méditation. Et j'ai tout de suite senti que ça me parlait, que je me sentais chez moi. Et j'ai souvent décrit l'expérience que j'ai faite. S'il y en a que ça intéresse, j'ai raconté un peu ma vie sous forme d'une bande dessinée, où je raconte le premier moment de pratique. J'ai senti que j'avais absolument le droit d'être comme j'étais, et c'était la première fois que je sentais ça. J'avais toujours le sentiment, enfant, de ne pas être à ma place, et d'être un peu en faute. En plus, j'étais pas très bon élève, et surtout mes bulletins scolaires, on mettait peu mieux faire. Et quand j'ai pratiqué pour la première fois, il n'y avait pas à peu mieux faire. On était complètement ailleurs, et ça me semblait incroyablement révolutionnaire. Donc je me suis formé à la méditation, mais ce dont je voulais parler, c'est le premier, parce que ça j'ai déjà un peu raconté, mais la première étape, enfin le premier grand travail que j'ai essayé de faire, ça a débouché sur l'idée de quel bouddhisme, essayer de comprendre le bouddhisme, essayer de comprendre quel bouddhisme pour l'Occident. À l'époque, la méditation était entièrement transmise au sein du bouddhisme. On n'aurait vraiment pas du tout eu l'idée que ça puisse être distinct. Et donc j'ai essayé de comprendre, mais au fond, c'est quoi ce bouddhisme-là? Quels sont les problèmes que ça pose? Et déjà, ce que j'expliquais tout à l'heure me sautait aux yeux, qu'on confondait la dimension bouddhiste avec la dimension culturelle, qu'on confondait le japonisme, le Tibet avec le cœur de la tradition. Mais quelle était cette tradition? Quelle était sa singularité? Et pourquoi on en faisait quelque chose de très sec, un peu abstrait. Ce qui est encore le cas un peu aujourd'hui, le bouddhisme, c'est comme impermanence, non-ego, c'est des concepts, plutôt qu'une sorte d'expérience. Donc ça, c'était le premier travail que j'ai fait. J'ai fait plusieurs livres, j'ai essayé de comprendre, essayé d'interroger cette tradition, essayer de comprendre la tradition tibétaine, essayer de comprendre ce qu'est le bouddhisme, le dialogue entre le bouddhisme et la philosophie, le dialogue entre le bouddhisme, et essayer d'explorer déjà l'histoire. C'était il y a une vingtaine d'années, à peu près 20 ans, 22, 23 ans. Il y avait déjà une histoire de la réception de cette tradition en Occident, par certains artistes, peut-être certains d'entre vous le savent, mais
les premières personnes qui sont intéressées à la méditation et à la tradition bouddhiste, c'est beaucoup des artistes comme John Cage, mais plein d'autres. Et donc ça j'essaie de creuser comment. Et puis, il y avait des thérapeutes qui avaient été très marqués. On oublie ça, mais les premières personnes qui sont intéressées à la méditation et au bouddhisme, c'était des thérapeutes, parce qu'ils étaient très, très, très impressionnés qu'il existe une autre tradition que la leur, où, dans les textes bouddhiques, au lieu quand quelqu'un était en souffrance, on essayait de comprendre ce qui se passait, plutôt que d'essayer de donner une explication théologique ou moraliste. Si vous avez des envies je sais pas, de meurtre, dans la pratique, on essaie d'examiner ce que vous sentez, d'où ça vient, comment ça vient. On ne pose pas de jugement moral, mais on essaie d'explorer l'expérience que vous avez. Donc ça intéressait beaucoup les thérapeutes qui ont à peu près la même attitude. Si quelqu'un ne va pas bien et dit j'ai envie de tuer mon conjoint, je ne peux plus le supporter, le thérapeute ne va pas vous dire c'est mal, il va essayer de dire mais qu'est-ce que vous voulez dire, quelle est votre expérience, d'aider les gens à rentrer en rapport à leur expérience. Donc ça, c'est ça qui m'a d'abord essayé que j'essaie de comprendre. La deuxième étape, c'est que je me suis rendu compte que ce travail était difficile parce que la manière dont le bouddhisme entrait en Occident, il y avait cette fascination à la fois orientale, les gens donc devenaient japonais ou devenaient tibétains, confondant la dimension culturelle de la dimension profondément spirituelle, donc ça me travaillait beaucoup. Et puis, je constatais que les Occidentaux nous ne sommes pas du tout à même de comprendre les schémas de structuration des écoles bouddhistes. Je m'explique que dans la tradition orientale, ils ont l'habitude qu'il y a des gourous et tout un système un peu féodal qui fait partie d'une certaine orchestration. Mais nous, on n'a pas du tout ce bagage. On vit dans un monde démocratique. Et je voyais que la relation au gourou, en Occident, débouchait sur des choses que je trouvais extrêmement choquantes. Et donc j'étais extrêmement mal à l'aise. Et je trouvais que ça n'allait pas. Et que c'était bien avant que tous les scandales que vous connaissez aujourd'hui explosent, puisque maintenant, la liste de tous ces gourous qui ont abusé sexuellement de leurs disciples, manipulé financièrement leurs étudiants, est maintenant connue. Mais à l'époque, c'était un risque. Et je voulais essayer je me suis dit, il faut transmettre la méditation et revenir à la méditation. Et mon idée était que, est-ce qu'on peut transmettre la pratique de la méditation en se détachant d'un certain rapport culturel et revenir à la méditation, non pas pour la simplifier, mais pour revenir à son essence. Et c'est comme ça que j'ai fondé l'École occidentale de méditation. Et c'était un grand travail d'essayer de voir qu'est-ce que c'est la méditation, comment on peut transmettre la méditation, en s'interdisant des références doctrinaires et en revenant à un travail de description de l'expérience méditative. Pour ceux que ça intéresse, on pourrait dire, je ne veux pas jouer les savants, mais disons un peu phénoménologique. Mais moi, j'ai été formé à la méditation par un neuroscientifique absolument extraordinaire qui s'appelait Francisco Varela. Il y a une décade à Cerisy qui va avoir lieu sur Francisco Varela au mois de juillet. Donc, si certaines personnes veulent aller à cette décade, ce sera possible. Vous savez, à Cerisy sont organisées des fois des décades qui sont 10 jours d'études d'un auteur dans un cadre absolument privilégié. Et donc, je suis très heureux que va être consacrée une décade à cette personne qui était un scientifique extraordinaire auquel je dois l'essentiel de ma compréhension de la méditation.
Et Francisco ne cessait de me dire ça, que la méditation est une exploration de l'esprit humain formidable, et qu'il faut revenir à cette expérience-là. Il faut revenir à la passion pour la pratique. Et qu'au fond, on risquait de confondre avec d'autres choses cette passion de l'exploration de notre propre esprit, d'exploration de notre propre cœur, d'exploration de la profondeur de l'existence. Donc à l'époque, c'était très singulier. Et puis j'ai vu le mouvement se déployer. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est développé. L'idée de pratiquer la méditation hors d'un cadre bouddhiste est devenue aujourd'hui un peu la norme. Et j'ai vu donc en quelques années le phénomène se déployer et que mon intuition, au fond, était juste. Et qu'il fallait revenir à la pratique, à ce qu'est la pratique, à l'engagement dans la pratique. Donc ça a été vraiment le travail. Donc j'ai beaucoup écrit dessus. J'ai fait le que sais-je sur la méditation. Et puis, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème que je n'avais pas vu, qui était que ce mouvement de revenir à la pratique dans ce cas-là de plus simple, plus profond, plus direct, était détourné subrepticement, sans que personne vraiment soit responsable, mais il y avait quelque chose qu'on manquait, cette radicalité qu'au cœur de la pratique, on ne fait rien, on est autorisé à être, on revient à la source de la vie, ça devenait une nouvelle technique pour réussir à être plus comme ceci ou plus comme cela. Et donc ça a été vraiment pour moi très frappant, que ça devenait presque impossible d'enseigner la méditation, parce que chaque fois que j'enseignais la méditation, les gens avaient le sentiment de ne pas réussir à pratiquer. Mais c'est quand même très étrange. Pourquoi les gens ont le sentiment de ne pas réussir? Puisque la pratique, c'est justement cet espace dans lequel j'ai plus rien à réussir, mais je me réharmonise avec ce qui est là maintenant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai guidé la pratique, j'ai peur. La méditation ne consiste pas à trouver une technique pour ne plus avoir peur, mais à faire l'expérience que vous avez peur. Et c'est la manière de faire l'expérience que vous avez peur, de ne rien faire avec ça, d'être là avec ça, qui la transforme profondément et réouvre le champ de votre existence. Dans un rapport qui est donc plus un rapport de contrôle, plus un rapport de violence, mais un rapport d'intelligence, un rapport de... C'est comme ça que j'en suis venu à l'idée que la méditation, c'était foutez-vous la paix. Que ça disait bien la quintessence du geste de la pratique, en tout cas comme moi je l'avais compris, comme moi je voulais la transmettre. Que c'était ça. Méditer, c'est se foutre la paix. Ouf. Et c'est ça, c'est ce ouf qu'est la pratique. Et aujourd'hui, en plus de ce mouvement-là, disons, d'auto-exploitation de soi-même, la méditation, donc ce que j'essaie de dire, c'est méditer, c'est se foutre la paix et non pas un outil technique d'auto-exploitation de nous-mêmes. Ça devient pour moi une question centrale aujourd'hui dans la crise écologique effroyable que nous sommes en train de vivre. J'organiserai le 11 avril au moment du renouveau, au moment de Pâques, au niveau de une grande journée avec Satish Kumar, qui est une des personnes qui m'inspire le plus sur l'articulation entre la méditation et la question écologique. Je vous invite tous à y venir.
Parce que il me semble qu'il faut absolument inventer un autre rapport à cette violence gestionnaire. On ne va pas arranger les choses par une autre gestion, mais essayer de voir comment la gestion n'est pas l'écoute, que la gestion n'est pas le rapport, n'est pas la relation, n'est pas le respect, n'est pas... Il ne faut pas mieux gérer les arbres, il faut sortir de l'aveuglement gestionnaire, qui est à sa racine une source d'extraordinaire violence. Et là, si je dis que la méditation ne peut pas être une expérience de conscience, c'est là le point. C'est l'idée de conscience, c'est l'idée qu'on va mieux contrôler la situation. Je ne dis pas du tout que les gens qui parlent de pleine conscience ont conscience de ce qu'ils disent en disant ce qu'ils disent. Et souvent, les gens me disent « Mais pourquoi vous êtes contre la pleine conscience ?» Je ne suis pas contre la pleine conscience. C'est comme... Mais je suis très inquiet on appelle méditation pleine conscience. Parce que l'idée qu'il faudrait être dans une conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, me semble beaucoup trop dans l'idée de contrôle. Il faudrait contrôler les choses. On voit du reste, les gens essayent de marcher en pleine conscience et de marcher en regardant comment ils marchent pour être sûr qu'en marchant, ils sont suffisamment concentrés sur le geste qu'ils font en marchant. C'est très très étroit. Si je bois en pleine conscience, je bois et je me regarde pendant que je bois. C'est pas ça la méditation. Je me fous la paix. Je marche en étant présent à la marche, en étant ouvert à ce qui se passe. Et c'est une mécompréhension très radicale, extraordinairement... Les gens ont l'impression souvent que je joue avec les mots, mais parce qu'on ne se rend pas compte que la nomination est absolument décisive. C'est tout à fait saisissant qu'on parle de SDF. C'est un acronyme qui ne veut rien dire plutôt que dire des gens qui sont miséreux, comme on disait au début du XXe siècle, ou des gens qui sont pauvres, miséreux. Je ne sais pas comment SDF, on ne dit plus rien. C'est comme maintenant dans les entreprises, au lieu de dire licenciement, on dit plan de sauvegarde de l'emploi. On parle de ramassage scolaire. Et c'est pas juste que... J'entends ce que disent les mots. Et les mots parlent de la barbarie de notre temps. Pleine conscience, ça participe de l'idée qu'il faudrait être conscient de tout. Mais l'être humain, il ne peut pas être conscient de tout. Et qu'au fond, la méditation, c'est le contraire de la pleine conscience. La méditation, c'est mettre la conscience entre parenthèses pour découvrir une manière d'être qui n'a plus besoin de passer par la conscience. C'est exactement ça, méditer. C'est quand on médite, la conscience est mise entre parenthèses pour qu'un champ de présence beaucoup plus vaste se déploie et s'ouvre. Et c'est très simple. Si là, je prends toujours cet exemple-là, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais si je vous parle en essayant d'être conscient en même temps que je vous parle de ce que je dis, je suis en train de me regarder en train de vous parler et je ne suis plus en rapport à vous. Je suis en rapport à moi. C'est ça que ça veut dire, pleine conscience. Alors que ce qui importe quand je parle, c'est que je mets ma conscience entre parenthèses et j'essaye de coïncider avec ce qu'il y a à dire. Et je coïnciderai avec ce qu'il y a à dire, d'autant mieux que je vais m'oublier. Et que ce qui compte, c'est la chose qui doit apparaître, ce qui est à dire. Et ça me semble très très radical. Je veux vraiment préciser, ce que je dis n'est pas du tout dirigé contre des gens qui pratiquent la pleine conscience. En plus, je ne parle pas de la chose même. Je parle de la dénomination qui, à mon avis, obstrue le phénomène ou l'expérience qu'on voudrait nommer. Et s'il y en a qui m'écoutent et qui ne m'ont pas entendu avant, je suis obligé de redire que les anglo-saxons, qu'aucun pays au monde n'appelle la méditation pleine conscience, et que l'expérience que les Français appellent pleine conscience n'est pas nommée comme ça dans les autres pays.
elle est nommée, par exemple aux États-Unis, mindfulness et pas consciousness. Et donc, en croyant traduire un terme, nous sommes en train de le défaire. Donc ça pour dire que ce n'est pas la chose que je mets en question, c'est une mécompréhension. Maintenant, y a pas, les Français sont les seuls à s'être emberlificotés dedans, mais j'étais interrogé par une journaliste américaine il n'y a pas longtemps. On voit bien qu'aux États-Unis aussi, il y a le risque que la méditation devienne un outil de contrôle, de quelque chose qu'il faut réussir, saisir, et que ce qu'il faut réussir à penser, c'est comment on pense autrement. Et je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, je dis juste la tâche que nous avons, c'est comment on va nommer la méditation comme cette attitude radicale d'écoute, d'ouverture, de respect, qui est à l'antipode de l'attitude que nous sommes en train de développer, qui est en train de conduire les gens à la souffrance, la terre à la destruction. C'est ça qu'il faut réussir à penser. Et encore une fois, je n'ai pas toutes les réponses, loin de là. Mais je crois que c'est ça la question qu'il faut aujourd'hui se poser si la méditation nous intéresse. Si on veut que la méditation nous aide le monde, il faut trouver une manière que la méditation dise ce geste-là, nous fasse vivre ce geste-là. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Bonsoir, bonsoir Fabrice, merci beaucoup pour l'enseignement. En fait, moi, depuis que je pratique, en fait, j'ai le sentiment de plus en plus que le monde est parfait, et que moi et les autres êtres humains incarnent une forme de perfection. Il faut que tu me donnes ton secret. C'est-à-dire que, en fait... Moi, c'est l'inverse, donc il faut que tu me dises comment tu fais. En fait, mon expérience, c'est que souvent, quand même, dans la pratique, je suis en contact avec une forme de bonté. Oui. Avec, c'est juste. Quelque chose de bon, du coup, qui me connecte en fait avec une forme de perfection initiale de l'être. Voilà. Et donc, du coup, suite à ça, je m'aperçois de la beauté du monde, de cette forme de perfection qui existe. Et après ça, je me dis, puisque le monde est parfait, puisque finalement je suis parfait, enfin tout le monde est parfait, vous êtes parfait, pourquoi en fait je ferais quoi que ce soit pour le changer? C'est-à-dire que, en fait, puisque dans l'état des choses, tout est parfait, pourquoi j'essaierais de changer quoi que ce soit, quoi. Redis-moi ton prénom. Samuel. D'abord, je suis un bon enseignant, c'est bien. Ce que Samuel pratique ici, j'ai fait cette expérience-là, chapeau. Je me dis quand même, il se passe quelque chose, c'est bien. C'est bien parce que c'est bien que la pratique te permette de sentir un sens de bonté comme ça, très originaire. Je trouve c'est bien. C'est pas mal quand même ce qu'on fait ici. C'est bien, c'est important. C'est très important de sentir ça. Mais je crois le passage après, comment on fait pour que le fait de sentir qu'il y a quelque chose de bon, je crois que c'est très simple. Si on se laisse vraiment toucher par le fait qu'il y a quelque chose de bon, une sorte de perfection, comme tu dis, alors on sent qu'on est responsable de cette bonté. On ne peut pas sentir qu'elle n'est pas parfois abîmée, non respectée, oubliée, qu'on s'en détourne. Et donc je dirais, l'action, alors, pour changer le monde, vient justement de la reconnaissance de la bonté, et pas du ressentiment et de la haine. Et je pense que tu as la clé. Moi, je pense que l'avenir, si on veut changer le monde, et aujourd'hui, le grand danger, c'est tomber soit dans le découragement, soit dans la haine. C'est tentant.
Je veux dire, bon, toi pas, mais moi qui pratique pas aussi bien que toi, la pente de tomber dans une forme de colère, et donc la méditation nous apprend à être révoltés, mais à partir de l'expérience de la bonté. Comme si elle nous concernait, cette bonté. Tu vois une vache, tu vois la bonté, son être, la perfection, et tu vois comment on les met dans des usines à fabrication de cadavres, alors ça te hante. Et justement, ça te hante parce que tu vois la perfection de ce monument de piété, comme parlait Gandhi des vaches. Donc le point, c'est de se laisser toucher. À partir de la bonté, de l'expérience de la bonté, qui est une expérience très originaire, qui ressource et qui déplace tout, je dirais l'étape que tu as à faire après ça, c'est de se laisser toucher partout où tu sens qu'elle est abîmée, oubliée, détournée. Mais tu as fait l'essentiel déjà. Tu avais une question? Toi? Non. Tu avais une question? Non. Oui? Non? Oui, tu avais levé la main? Non, en fait, je voulais fermer la. Ah, d'accord. C'est parfait. Bah, c'est parfait. On a trouvé une solution. On pouvait laisser ouvert, il avait mis un pull. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on va vous donner le micro. Ah mince. C'était monsieur. En fait, quand vous levez la main, il faut que vous leviez la main, pas seulement pour moi, parce que c'est pas moi qui ai le micro. Non, moi, je voulais juste savoir donc combien de temps est-ce qu'il fallait pour arriver au nirvana comme le jeune homme derrière, en nombre de semaines ou en nombre de mois, je sais pas. Alors, je pense qu'il faut pratiquer 1 heure et demie par jour, et qu'après 1 an et demi, c'est bon. 1 an et demi. En faisant bien toute la formation, c'est pas juste pratiquer, c'est suivre vraiment la formation qu'on a construite dans l'école. Non, c'est pas une blague. La force, c'est qu'on a une vraie méthodologie pour y arriver. Et donc, si vous suivez, 1 an et demi. On peut prendre des vacances? Non, c'est parce que la méditation, c'est les vacances. C'est la méditation qui est elle-même les vacances. Chaque fois que vous méditez, vous prenez des vacances. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle école. Ça s'appelle école parce qu'en grec, école, ça se dit skolé. Skolé, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances parce que le temps des vacances est le temps d'une forme de gratuité dans lequel on est en rapport à l'essentiel. Et là, aujourd'hui, les gens pensent souvent que les vacances, c'est le temps où on ne fait plus rien. Mais normalement, l'idée, c'était les vacances, c'est le temps où on peut aller vraiment à l'essentiel de ce qui est le plus important pour soi. Je ne dirais pas que Samuel atteint le nirvana, mais je dirais que Samuel a touché quelque chose d'une profondeur existentielle. Et je pense que, oui, en 1 an et demi, si vous pratiquez tous les jours, c'est possible. Tout le monde rit parce que tout le monde se doute que je ne peux pas être très sérieux puisque l'essentiel de la pratique, c'est d'arrêter d'avoir un objectif. Et que dans la méditation, on pratique, et donc on ne peut pas savoir combien de temps. Mais si ça vous guide, c'est bien. Mais il faut plutôt prendre ça comme un point de repère. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'ai dit 1 heure et demie, mais vous pouvez faire une demi-heure si vous voulez. Alors,
Ça ne change rien. Rebonsoir Olivier, c'est moi. Alors pour moi, le nirvana, c'était quand même une notion orientale. Et puis un groupe de grunge occidental. Et il y avait une autre chose, c'est que moi, la méditation, le but, c'est aussi de se rapprocher du sentiment de plénitude. Mais en même temps, la plénitude, c'est aussi proche du débordement. Oui, alors, quelle est la question? La question, c'était pourquoi ne pas avoir justement... Enfin, je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais pourquoi ne pas avoir repris monsieur sur le mot nirvana? Parce que j'entendais que monsieur parlait de nirvana, de l'accomplissement. Au fond, on s'en fout. Le nirvana, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Parce que dès qu'il y a un but, c'est perdu. C'est à l'instant où il y a un but, on ne médite plus. C'est simple. Les gens trouvent que j'exagère de dire ça, mais c'est la pure vérité. On ne peut pas faire de compromis là-dessus. À l'instant où il y a un but, on ne pratique plus. Si vous avez là le critère, s'il y a un but, c'est autre chose que de la méditation. La méditation, il n'y a plus de but. Et donc vous êtes là. S'il y a un but, vous n'êtes plus là. Vous êtes entièrement orienté sur quelque chose que vous voulez obtenir. Donc c'est clair. Mais ça, c'est qu'un aspect de ta question. Après, tu parlais de la plénitude. Qu'est-ce qui t'interroge sur cette question de plénitude et de débordement? C'est bien vu. Je pense que c'est très bien vu. Les gens ont l'idée que l'accomplissement, si on médite, serait une forme de détachement, de sérénité. Soyez zen. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'essayer de comprendre le chemin comme un débordement de plénitude. Je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de très profond. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la destruction de la Terre? Personne n'en a jamais assez. Il en faut toujours plus. Et donc, nous vivons sur l'avidité. Notre monde fonctionne sur l'avidité. Et donc là, si la méditation a un sens, c'est un débordement de contentement. C'est la seule chose qui peut vraiment réussir à... Si la méditation ne nous fait pas vivre une expérience de contentement, c'est pas la peine. Et si nous n'entrons pas dans une forme de contentement, nous n'arriverons jamais à pouvoir aider la situation. Donc je pense que ton intuition est très, très profonde. Ça serait très beau que les gens entendent que méditer, c'est rentrer dans un débordement d'être. Et pas ce sorte de détachement, de lâcher prise. C'est insupportable. Je ne sais pas comment les gens... Dès qu'on parle méditation, il faut lâcher prise. Non, il faudrait au contraire, au lieu de lâcher prise, moi, je ne sais pas, je suis allergique à tout ça. Alors, dès que je parle avec quelqu'un qui pratique la méditation, on peut plus comprendre parce qu'il parle de lâcher prise, de renoncement, ça me semble... C'est pas faux. Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment très, très profond, très juste. Le sens de la pratique, c'est un sort de débordement. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va arrêter là pour ce soir.